On va commencer par vraiment la base, de ce qu'il faut savoir sur les adjuvants à base d'aluminium. Donc je vais essayer de vous parler des anciens dogmes, en tout cas des dogmes qui sont tombés grâce aux connaissances que la recherche de ces dernières années a pu apporter. Et donc c'est une présentation que j'ai intitulée pour cette première fois au CSI, le b.a.-ba des abats. Donc c'est vraiment ce qu'il faut savoir en premier quand on veut des infos sur les adjuvants à base d'aluminium. Donc les abats, adjuvants à base d'aluminium. Alors, je vais commencer avec. Hop là, si ça marche, ouais. Je vais commencer par vous dire que moi, j'ai découvert vraiment ces questions de recherche en 2013. Un petit peu après la fin de ma thèse, donc c'est mon tout premier travail de recherche après mon doctorat. Et à ce moment-là, dans le monde, on avait 5 équipes, des équipes pas très grandes, mais 5 équipes différentes qui travaillaient sur cette question-là, chacune avec une expertise très particulière. Et donc, ça faisait un travail quand même très complémentaire. Et on travaillait ensemble d'ailleurs très régulièrement. Ça, c'était la situation de 2013. Je reviendrai sur cette diapo tout à la fin de ma présentation pour vous montrer où on en est 12 ans plus tard. Alors, en 2013, moi, j'ai rencontré l'équipe du professeur Gherardi et du professeur Autier à l'INSERM à Mont-d'Or, à Créteil. Et j'ai été financée par l'Agence du médicament pour mener un projet de recherche de post-doctorat sur la question des adjuvants à base d'aluminium et de leur toxicité pour l'homme. Et on peut quand même tout de suite signaler que ce financement de l'Agence du médicament, il a été obtenu par un engagement citoyen fort. Il a été obtenu par l'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophages, qui est E3M. Et cette association, à cette époque-là, a mené 2 grèves de la faim successives pour que l'équipe puisse décrocher un financement pour mener des recherches. Donc c'est pas rien. Mes premiers pas dans cette thématique-là, et j'y suis tombée comme on tombe dans un chaudron de potions magiques. En tout cas, ça m'a tout de suite fascinée. J'ai découvert en 2013 qu'il y avait de l'aluminium dans les vaccins, je ne le savais pas. Et voilà. Et depuis, j'ai continué dans ce sujet-là. Alors, j'ai vraiment abordé, moi je suis rentrée dans ce sujet par le prisme de la myofasciite à macrophages, donc je vais en dire quelques mots avant de revenir vraiment sur le début de tout ce qu'il faut savoir sur les adjuvants à base d'aluminium. La myofasciite à macrophage, c'est un nom un peu compliqué, c'est la MFM ou MMF sur son nom en anglais. C'est une lésion au niveau du muscle deltoïde, donc au niveau de l'épaule. C'est une lésion qui va être présente 10, 12 ans jusqu'à 22 ans dans une biopsie récemment faite à Mont-d'Or, après l'injection de vaccins qui contiennent des adjuvants à base d'aluminium. Et à l'intérieur de cette lésion musculaire, on retrouve des macrophages qui ont internalisé des cristaux d'oxyhydroxyde d'aluminium, donc d'adjuvants à base d'aluminium. Alors les patients qui présentent cette lésion, c'est vraiment le marqueur d'une persistance anormalement longue de ces adjuvants-là. Et les patients présentent, au-delà de cette lésion musculaire, des troubles cognitifs, une fatigue chronique, des douleurs musculaires et articulaires, et sont au début dans un état d'hyperinflammation au niveau périphérique. Et puis finalement, on aboutit à un espèce de burn-out immunitaire avec un effondrement des médiateurs de l'inflammation, par exemple. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres troubles dont je vais vous parler juste après. On estime qu'on a en France 1000 cas. Alors ça, c'est un recensement très officiel. On a probablement, très probablement, une sous-estimation de ce nombre de cas parce qu'on a une grande errance médicale pour ces patients-là, et on pourrait largement gonfler ce chiffre-là si on diagnostiquait correctement les patients myofasciite à macrophages. C'est une lésion avec tous les troubles associés qui a été décrite dans 13 pays différents. Donc la première idée reçue, c'est franco-français, il n'y a qu'à Mont-d'Or qu'on en trouve, ça c'est faux. C'est très clair. On peut aussi signaler que 96% des patients myofasciite à macrophages sont en invalidité, dont 3 quarts en invalidité totale. D'accord ? Donc c'est pas juste un petit peu de fatigue, c'est un épuisement de l'organisme avec un vrai impact sur la qualité de vie du patient. Alors, si on s'intéresse à la myofasciite, il faut dézoomer un petit peu sur d'autres pathologies, mais pardon, j'ai oublié juste une précision. Le lien entre les adjuvants et la myofasciite, il a été reconnu par le Conseil d'État 14 fois depuis 2012, sur la base d'indices graves, précis et concordants. Et Didier Lambert, qui est le président de E3M, vous avez parlé de ça lors d'un précédent CSI en 2023.
Voilà. Alors maintenant, on va dézoomer de la myofasciite pour élargir un peu notre champ de vision et on va parler du syndrome ASIA, qui est le syndrome auto-immun inflammatoire induit par les adjuvants, qui est en fait qui a été décrit en 2011 par le professeur Schoenfeld, qui est un spécialiste de l'auto-immunité. Et là, en fait, on est dans le cadre de manifestations auto-immunes suite à des expositions à des xénobiotiques qui ont des propriétés adjuvantes. Alors, c'est pas forcément que l'aluminium, ça peut être des agents infectieux, ça peut être la silicone, notamment des implants mammaires, et c'est exactement ce qu'on retrouve aussi pour les femmes qui présentent des troubles très comparables à la myofasciite, qui sont vraiment dans le cadre de l'ASIA, qui ont reçu des implants contraceptifs de type Essure. Voilà, il y a une équipe à Lyon qui travaille sur ces sujets-là et c'est absolument passionnant et on a des points communs en termes notamment de symptomatologie qui sont très très forts. Donc dans le syndrome ASIA, en fait, on va pouvoir inclure la myofasciite, la siliconose, le syndrome de la guerre du Golfe également, que je ne vais pas détailler. Et puis si on continue de dézoomer, on va s'intéresser aussi, et je vais vous expliquer quel est le lien avec la myofasciite, on va s'intéresser à l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique, qui touche 1% de la population et qui a une symptomatologie assez complexe avec des symptômes qui sont communs à d'autres types de troubles comme la fibromyalgie par exemple et certains chercheurs parlent maintenant de spectre et de troubles de fatigue chronique au sens un peu plus large. Et ce qui est intéressant dans notre question à nous, c'est que les symptômes sont communs à ceux que présentent les patients myofascites à macrophages. Je vous ai mis ici sur la diapo les caractéristiques dans les différentes classifications, 94 puis 2015, on a une évolution des critères d'inclusion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 70% des patients myofascites à macrophages présentent l'ensemble des critères d'inclusion, ce qui tend à considérer la myofasciite à macrophages comme une encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique post-vaccinale. Voilà pour mon introduction là-dessus. C'est par cette question-là que j'ai abordé la question de la toxicité des adjuvants à base d'aluminium. On a décrit tout ça dans une revue de la littérature en 2019. Et si on voulait avoir vraiment une image pour retenir ça, c'est la myofasciite au sein du syndrome ASIA qui se recoupe avec l'encéphalomyélite myalgique, syndrome de fatigue chronique. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir en arrière, pardon. On va revenir tout au début de l'histoire des adjuvants à base d'aluminium pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à avoir de l'aluminium dans les vaccins, en quelle quantité, comment tout ça est régulé, réglementé, quelle est la valeur de référence de sécurité, etc., etc. Est-ce qu'elle existe d'ailleurs, cette valeur de sécurité? C'est une question à laquelle on va répondre pendant cette présentation. Alors, petit retour en arrière, on va se placer dans les années 20. On va pas très loin parce qu'on va rester à Paris et à Maisons-Alfort. La première personne qui nous intéresse, c'est Gaston Ramon. Gaston Ramon, il est vétérinaire, il a été élève à Alfort. Il travaille sur le vaccin antidiphtérique et il est le premier à avoir mis en évidence, à avoir décrit la notion d'adjuvant pour des composés qui ont ce type de propriété. La deuxième personne qui nous intéresse, c'est Alexander Glennie. Lui, il est immunologiste à Londres. Il travaille aussi sur le vaccin antidiphtérique et il est le premier à avoir mis en évidence les propriétés adjuvantes des sels d'aluminium. Il s'est rendu compte que la réponse de l'organisme était meilleure si on rajoutait de l'aluminium au vaccin antidiphtérique. Alors lui, il a travaillé de manière extrêmement expérimentale. On est en 1926. Il a essayé des sels d'aluminium, il a essayé de l'huile, il a essayé du tapioca, il a essayé des miettes de pain. On est vraiment aussi expérimental que ça. Et puis finalement, l'aluminium, ça marche très bien. Et l'histoire commence comme ça, de manière très, très empirique. Donc quand on parle maintenant d'aluminium dans les vaccins, en fait, on parle de 3 composés différents. On va parler de l'hydroxyphosphate d'aluminium, de l'oxyhydroxyde d'aluminium et puis du sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium. Alors les 2 premiers sont les 2 les plus utilisés, soit seuls, soit en mélange. On peut avoir dans un même vaccin les 2 premiers adjuvants ensemble et le 3e, c'est celui qu'on trouve notamment dans le Gardasil, pas uniquement, mais en particulier dans le Gardasil et lui, il est propriété de Merck, donc on ne peut pas acheter cet adjuvant-là pour l'étudier. On peut étudier l'adjuvant dans le vaccin, mais on ne peut pas avoir accès à l'adjuvant seul. Donc
quand on veut mener des études, c'est un tout petit peu limitant. Je vous ai mis ici des images qu'on a obtenues dans mon équipe. Vous avez les 2 adjuvants, les 2 premiers qui sont cités sur la diapo, seuls ou en mélange, et puis on a les adjuvants commerciaux en haut et l'adjuvant au sein du vaccin qui le contient en bas. Donc on a des structures différentes selon les deux adjuvants et on va bien retrouver ces différences au sein du vaccin. À titre d'exemple, si on considère l'oxyhydroxyde d'aluminium, on va avoir en fait des nanoparticules qui vont former spontanément des agrégats de l'ordre du micron. Et donc, en fait, voilà, on a un mélange de nanos qui forment des agrégats microniques. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'on est dans le cadre de sels d'aluminium qui sont des particules. Et ça, c'est vraiment fondamental à retenir. Et ça tend vraiment à expliquer que la comparaison avec d'autres voies d'exposition de l'aluminium n'est pas du tout pertinente. Alors, pourquoi on a de l'aluminium dans les vaccins? Le rôle d'un adjuvant, en latin adjuvare, ça veut dire aider. Le rôle d'un adjuvant, c'est d'améliorer la réponse immunitaire. Alors, quand on dit ça, on a un rôle, c'est une connotation très positive en fait. L'adjuvant, il est là pour aider, pour améliorer les choses. C'est un rôle un peu sympa en tout cas, mais il faut surtout pas oublier que ce qui se dit, c'est une phrase très connue dans le milieu en tout cas, c'est si c'est pas toxique, c'est pas un adjuvant. L'adjuvant, il est là pour induire une toxicité au site d'injection, il est là pour produire une dégradation, une mort cellulaire, ce qui va provoquer une inflammation et ce qui va permettre d'avoir une réponse immunitaire satisfaisante. Donc voilà, il n'est pas que sympa, clairement, il est là pour être toxique, c'est une réalité. Alors dans quelle proportion? Combien de temps? C'est vraiment toute la question qui est posée. Et puis en 89, on a cette phrase qui a été prononcée pour la première fois, les adjuvants sont les sales petits secrets des immunologistes. Voilà, donc c'est un tout petit peu moins sympa que la notion d'aide à produire une réponse. Alors les mécanismes d'action, ils sont assez complexes et ils sont encore assez mal connus. Même s'il y a beaucoup de choses quand même sur les mécanismes d'action. L'un des principaux mécanismes d'action, c'est l'activation de l'inflammasome NLRP3. C'est une voie qui nous intéresse, nous, quand on regarde à l'échelle cellulaire ce qui se passe. Je ne vais pas détailler les mécanismes pour l'instant parce que j'ai choisi de vous parler d'autres choses. Mais voilà, retenez quand même qu'il y a beaucoup de mécanismes différents et qu'on ne connaît pas encore tout sur le mode d'action de l'aluminium, des sels d'aluminium utilisés comme adjuvants. On l'a vu, ces molécules ont été développées dans les années 20. La première utilisation dans un vaccin humain, c'est 1932. Et donc, c'est un argument qu'on entend souvent, on a 90 ans de recul. S'il y avait un problème, on le saurait. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends très souvent. Alors, est-ce qu'on a vraiment 90 ans de recul? En fait, pas vraiment. Bien sûr, 1932, ça fait à peu près 90 ans. Mais en fait, l'exposition aux adjuvants à base d'aluminium, elle a vraiment augmenté à partir des années 80-90. On voit qu'avant cette période-là, on n'a quasiment pas de vaccins qui ont des adjuvants. Alors, n'importe quel adjuvant, hein, c'est pas que de l'alu. Et vraiment, la notion d'adjuvant, de vaccin adjuvanté, elle intervient beaucoup plus récemment. Et la multiplication vraiment l'augmentation de l'utilisation de vaccins à base d'adjuvants alu, ça c'est vraiment plus récent que ça. On peut aussi noter que avoir du recul, c'est ok, ça marche, mais il faut quand même avoir des systèmes pour détecter d'éventuels problèmes. La pharmacovigilance en France, elle date des années 70. Aux États-Unis, pour ce qui concerne vraiment ce qui est spécifique aux effets indésirables des vaccins, sont les années 90. Donc là, on n'a vraiment pas 90 ans de recul, en tout cas de moyens de faire remonter des effets indésirables. Et puis, vous le savez évidemment, on considère depuis les années 2010 qu'on a entre 1 à 10% d'effets indésirables de médicaments qui sont signalés. Et quand on considère les vaccins, on est plutôt dans le 1% que dans le 10%. Donc on a du recul peut-être quelques années, quelques décennies, mais en tout cas, on n'a pas forcément les moyens pour vraiment connaître et déclarer correctement les effets indésirables. Et puis à partir de quel moment on a eu les bonnes techniques pour suivre l'aluminium dans un organisme, pour vraiment étudier la toxicité, pour être capable de le doser, parce que le dosage de l'aluminium, c'est un vrai challenge technique. Clairement, là, on n'a pas 90 ans de technologie derrière nous. Donc ça, c'est une question importante aussi.
Alors, c'est tellement important cette histoire de recul et d'essayer vraiment de replacer ça. Non, on n'a pas 90 ans de données sur les vaccins, à base enfin sur les adjuvants, pardon, à base d'aluminium. En 2022, on a cette, revue de la littérature par des méthodologistes, pardon, de la Cochrane, qui, nous disent que voilà, ils ont essayé de faire une méta-analyse pour comprendre, pour vraiment évaluer la balance bénéfice-risque de l'utilisation des adjuvants alu et ils expliquent dès le début, il semble que nous ayons été les premiers à, faire ce travail. Là, on est en 2022. Voilà, donc il y a quand même quelques années pendant lesquelles ce travail-là très rigoureux n'a pas été fait et la conclusion de l'étude, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas beaucoup de données, ni dans un sens ni dans l'autre et qu'on ne sait pas vraiment et qu'il va falloir continuer à travailler. Alors dans quel vaccin on trouve de l'aluminium? J'entends souvent, et je lis souvent, que les vétérinaires, eux, ils l'ont interdit, dans les vaccins pour les animaux, et donc il faudrait faire ça en médecine humaine. Alors c'est assez faux en fait parce que les vaccins vétérinaires contiennent des sels d'aluminium. Certains laboratoires ont fait le choix de ne pas en mettre, mais en tout cas il n'y a pas d'interdiction, d'utiliser des adjuvants alu, dans les vaccins vétérinaires. Ce qui est assez amusant, c'est le slogan qui peut être utilisé pour, enlever l'aluminium des vaccins vétérinaires. C'est ce que vous voyez sur la diapo. Les chats prennent assez de risques par eux-mêmes. Pourquoi rajouter des adjuvants à cette liste? Voilà, donc ça, c'est côté vétérinaire. On a bien des sels d'aluminium dans les vaccins vétos. Il n'y a pas d'interdiction en tout cas. Alors dans les vaccins humains maintenant, si on regarde un peu l'exposition, on a de l'aluminium dans énormément de vaccins humains. Pour, vous donner un exemple, un ordre d'idée, sur les 12 vaccins obligatoires, chez l'enfant depuis le 1er janvier 2025, on a de l'aluminium dans 9 de ces 12 vaccins. Concrètement, il n'y a que dans le vaccin rougeole, oreillon, rubéole qu'on n'a pas d'aluminium. On n'a pas besoin d'adjuvant pour ce type de vaccin. Alors, j'ai pas trouvé la belle infographie pour le schéma vaccinal de 2025, donc je l'ai reproduite comme ça sous forme de tableau. Vous avez ici en noir les vaccins obligatoires qui contiennent de l'aluminium, donc tout cela en fait jusqu'à 18 mois. Enfin, jusqu'à 12 mois pour le dernier en tout cas. Et puis en gris, ce sont les vaccins qui contiennent de l'aluminium, mais qui, cette fois-ci, sont recommandés et ne sont pas obligatoires. Alors en 2020, on s'est dit qu'on allait vraiment quantifier cette exposition pour une population du début de la vie jusqu'à l'âge de 85 ans, si on suit les obligations et les recommandations telles qu'elles existaient en 2018, donc avec les 11 vaccins obligatoires, avec le changement au 1er janvier 2018. Donc on a fait ce travail-là en partant sur la base des vaccins remboursés sur l'année 2018 et on a quantifié tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc les 3 adjuvants différents, seuls ou en mélange et en termes de quantité, la plus petite quantité, c'est 125 microgrammes d'alu par dose. La plus forte, c'est 850 microgrammes d'alu par dose. Ça, c'est si on se réfère au résumé des caractéristiques du produit donné par les industriels. D'accord, c'est ce qui est écrit quand on ouvre le papier qui est dans la boîte du vaccin. On arrive à trouver cette info. Alors, elle est plus ou moins bien écrite, mais en tout cas, c'est l'info qu'on a. Ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir la dose totale à la fin de la vie. Alors nous, on est parti sur une durée de vie de 85 ans. Un homme, par exemple, est exposé, reçoit entre 2 à 8 mg d'alu. Alors c'est une fourchette qui est quand même assez large, on va voir pourquoi. La deuxième chose importante, c'est qu'en fait, la moitié de l'exposition totale, donc tout l'aluminium qu'on va recevoir tout au long de sa vie, va être reçu avant l'âge de 1 an, évidemment parce que c'est l'enfant qui reçoit le plus de vaccins en fait, et qu'après c'est beaucoup plus espacé. Mais en tout cas, la moitié de cette dose-là, de la dose vie entière, est reçue avant l'âge de 12 mois. Donc évidemment, c'est l'enfant qui est le principal concerné par l'exposition aux abats. Alors on a une grande variation, cette variation elle est essentiellement liée au choix des vaccins. Si on prend toute sa vie que les vaccins les moins dosés ou toute sa vie que les vaccins les plus dosés, nous on a fait cette comparaison-là. C'est pour ça qu'on passe de 2 à 8 mg tout au long de la vie. Le deuxième facteur de variation, c'est le sexe. C'était très vrai, surtout parce qu'en 2018, la vaccination HPV n'était pas recommandée pour les garçons. Donc ça créait une vraie différence en défaveur de l'exposition des filles, avec une exposition plus forte pour les filles. Et puis, en lien avec cette différence liée au sexe, on a une différence qui est liée au poids.
filles et garçons reçoivent les mêmes doses de vaccins. Les filles sont en général plus minces, donc proportionnellement à leur poids, elles reçoivent toujours plus d'aluminium. Donc c'est un vrai facteur, de variation, ça aussi. Alors ça, c'est vraiment quand on regarde les résumés, des caractéristiques des, produits. Maintenant, si on dose, si on prend des vaccins différents lots et qu'on dose la quantité d'aluminium, dans les vaccins, on se rend compte qu'on a parfois des vraies différences avec ce qui est écrit dans le résumé des caractéristiques du produit. C'est l'exemple, donc c'est une étude qui a été menée en Angleterre en 2021. C'est l'exemple de l'Avrix, qui est un vaccin contre l'hépatite A. Dans le résumé des caractéristiques du produit, il est écrit 250 microgrammes d'alu par dose. Et quand les dosages ont été faits, les résultats variaient de 172 à 602 microgrammes par dose. Voilà, c'est quand même, alors j'ai pris évidemment l'exemple le plus marquant, hein, mais voilà, ça fait quand même une variation qui est pas inintéressante. Nous, on l'a fait, on n'a pas publié ce travail-là encore, mais on a aussi parfois des différences, parfois à la baisse, clairement. On ne sait pas l'expliquer, avec d'autres techniques de dosage aussi. Voilà. Alors, c'est la première difficulté quand on travaille là-dessus. La deuxième, c'est qu'en fait, parfois, on n'est pas vraiment sûr de savoir quel adjuvant est dans le vaccin par exemple, qu'on veut étudier en labo. Je vous ai mis ici l'exemple du Recombivax, qui est un vaccin hépatite B. C'est le package insert de la FDA. Là, j'ai mis le lien. Vous voyez qu'il est écrit qu'il y a 0,5 mg d'aluminium apporté sous forme du sulfate d'hydroxyphosphate, précédemment appelé hydroxyde d'aluminium. Alors pourquoi il a changé de nom? Probablement parce que d'un point de vue autorisation de mise sur le marché, c'était plus simple. Mais voilà, on a parfois des petites surprises quand on va vraiment creuser dans ces documents-là, et ça ne nous aide pas du tout à y voir clair. Alors, au niveau réglementaire, il y a une idée vraiment qui circule et qui est forte, qui est ancrée. C'est il y a une dose de sécurité qui est de 850 microgrammes d'aluminium par dose, qui existe, et à partir du moment où on ne dépasse pas cette dose, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'idée reçue. C'est une idée reçue que j'ai encore lue aujourd'hui de la part d'un service de pharmacovigilance dans le sud de la France. Voilà. Si on ne dépasse pas 850, c'est OK, c'est la dose de sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que c'est faux, c'est absolument faux. Le 850 microgrammes, c'est une dose qui est basée sur l'efficacité. C'est-à-dire, il faut en mettre 850, pas plus, ça sert à rien. C'est ça qui permet d'avoir une bonne efficacité. Ce n'est en aucune façon une dose qui permette de dire il y a un risque, il n'y a pas de risque, c'est toxique, c'est pas toxique, c'est safe ou non. D'accord? Cette dose, elle vient de la FDA en 1968. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que quand on regarde les documents, ça, ce sont les minutes d'un congrès, d'un workshop sur l'aluminium dans les vaccins qui s'est tenu à Porto Rico en 2000. Quand la FDA est interrogée et qu'on lui demande d'où vient cette valeur, comment elle a été calculée, la FDA, donc c'est le docteur Baylor qui fait partie de la FDA, répond en fait, on ne sait pas trop. On a essayé de chercher, on a regardé les enregistrements historiques, tout ça. On ne sait plus trop comment elle a été calculée. Voilà, on en est là. Nous, on a essayé de chercher un peu plus loin que ça, et en fait, cette dose-là fait référence à des travaux de 1947 et de 1952. Alors, on n'a pas réussi encore à accéder à ces textes-là, c'est une vraie enquête. Des travaux sur le toxoïde diphtérique et tétanique. Voilà, c'est encore un petit peu flou, mais en tout cas, c'est vraiment pas une dose de toxicité ou de sécurité. Alors, une autre idée reçue, c'est de dire, en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend aussi, de dire qu'il y a des études de référence. Ça, c'est un truc qu'on entend, il y a plein d'études qui ont montré qu'il n'y avait pas de problème. Et ces études, encore une fois, je l'ai vraiment lu aujourd'hui, c'était très intéressant, de la part d'un service de pharmacovigilance, pour dire les études montrent qu'il n'y a pas de problème. Alors, ces études, elles sont 3. Je ne vais pas les détailler chacune parce que rien que ça pourrait faire une heure entière de discussion, parce qu'en fait, elles sont très intéressantes à décortiquer et il faut vraiment aller faire cet effort-là. Mais je vais juste vous pointer les choses les plus intéressantes à retenir de ces études. Alors, la première, c'est une étude réalisée chez le lapin.
le lapin qui a reçu en intramusculaire, donc on est sur la même voie d'administration que les vaccins, c'est plutôt pas mal, qui a reçu les 2 premiers adjuvants, l'oxyhydroxyde et l'hydroxyphosphate, avec, des éléments radiomarqués qui permettent vraiment de suivre l'aluminium dans le corps et d'être sûr qu'on n'a pas d'autres expositions environnementales. C'est ça qui est compliqué avec l'aluminium, c'est qu'on en a partout. Du coup, c'est parfois un peu compliqué quand on veut, juste suivre ce qu'on a injecté. C'est une étude à court terme, sur 28 jours, et la conclusion de l'étude, c'est que les auteurs montrent l'excrétion de 6% de l'un des adjuvants et de 22% de l'autre au bout de 28 jours. Donc, aucun problème, ça s'élimine. Il faut quand même juste réfléchir 2 secondes de plus, que si on a une excrétion de 6% au bout de 28 jours, ça veut dire qu'on a une rétention de 94% de ce qui a été injecté. Et alors, je vous laisse faire le calcul pour le 22, mais globalement, ça veut dire que quasiment tout, à 28 jours en tout cas, est resté. Donc c'est pas du tout rassurant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans cette étude de 97, la translocation cérébrale, c'est-à-dire le passage entre le site d'injection musculaire sur la patte du lapin et le cerveau, est déjà montré. On est en 97, cette étude, elle repose sur 2 lapins par adjuvant. C'est extrêmement faible, évidemment. Il faudrait refaire ça correctement. Mais avec seulement 2 lapins par adjuvant, on montre que ce qu'on injecte dans la patte, dans le muscle de notre animal, peut se retrouver en 28 jours au niveau du cerveau. Ça aurait dû être un red flag. Vraiment, ça aurait dû être une alerte pour dire, OK, on va réfléchir autrement, il faut peut-être se poser 3 minutes de plus. Pas de commentaire dans cette étude. On montre la translocation cérébrale et ça change rien. Alors ça, c'est un travail expérimental, donc chez le lapin. Les 2 autres études qui sont utilisées vraiment pour dire on a du travail sérieux qui montre qu'il n'y a pas de problème, c'est l'étude de Kiss en 2002 et de Mitkus en 2011. Alors ces 2 études, elles sont très similaires parce que Mitkus, c'est l'actualisation de Kiss. Il y a énormément de biais dans cette étude, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas la route. On va en regarder au moins une ou deux. Le but de ces études, c'est de comparer une charge corporelle théorique de l'enfant, en gros à quelle quantité d'aluminium l'enfant est exposé par son alimentation et par la vaccination. Et on va comparer ce chiffre-là avec ce qu'on appelle le minimal risk level, qui est une valeur de toxico, et puis on va voir qu'en fait, il est exposé à un peu moins que ce risque-là, donc ça va. C'est un peu l'idée de ces études-là. La seule problématique, c'est que, enfin l'une des problématiques de ces études-là, c'est que ce minimal risk level, qui est défini à 1 mg par kilo par jour, il a été obtenu à partir d'une autre valeur de toxico, qui elle-même a été déterminée par une étude animale. Alors ça, c'est une démarche assez classique. En toxico, on fait une étude animale, on a une valeur qui va nous intéresser à déterminer un seuil. On a des facteurs de conversion pour passer de l'animal à l'homme. Ça, c'est assez classique, ça se fait pour plein de composés. La seule question là qu'on peut quand même soulever, c'est que cette étude animale, elle a été menée en contaminant de la nourriture à du lactate d'aluminium, qui est un sel d'aluminium qu'on va trouver dans l'alimentation. C'est pas un adjuvant. On n'a pas de lactate d'aluminium dans les vaccins. Et puis, dans cette étude-là, on a des animaux qui ont consommé de la nourriture contaminée avec de l'aluminium. C'est intéressant en soi, mais ça ne répond pas à la problématique du devenir et de la toxicité des adjuvants en intramusculaire. Et cette étude, elle a vraiment la vie dure parce que c'est vraiment celle qui est toujours citée pour dire qu'il n'y a pas de problème. On est largement en deçà des valeurs de risque. Alors c'est faux si on refait le calcul comme il faut, et puis on part sur un seuil qui est beaucoup trop fort et qui n'est pas déterminé correctement pour ces composés-là, avec cette voie d'administration-là. C'est quand même pas du tout satisfaisant, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc si on résume un tout petit peu ça, en fait, on a une étude expérimentale, c'est notre histoire de 2 lapins, on a 2 modélisations mathématiques. Dans ces études-là, on a des hypothèses de départ qui sont fausses, que je détaille pas ici, mais on a beaucoup de choses qui ne marchent pas dès le début. On a des designs imparfaits, on a des échantillons qui ont été perdus, donc on n'a pas de valeur pour certains échantillons chez les lapins. On a des biais vraiment importants, et puis le niveau de sécurité qui a été déterminé, il est clairement beaucoup trop haut. Alors, ce qu'on peut juste relever encore sur cette étude-là, sur Mitkus, c'est une étude de la FDA. Mitkus, il est de la FDA. Et cette étude, elle a longtemps été citée sur le site de la FDA avec un renvoi à l'étude.
Ensuite, il y avait un renvoi à l'étude, mais sur une page d'archives de la FDA avec la mention peut être obsolète. Et maintenant, alors ça se voit peut-être pas bien à l'écran, mais maintenant tout le paragraphe qui permettait de décrire cette étude a totalement disparu. J'ai revérifié en début de semaine, c'est toujours le cas. Je me souviens plus à quel moment ça a disparu. C'est pas très récent, hein. Ça a quelques années, peut-être 2-3 ans. Mais maintenant, voilà, il le cite plus trop quand même. Alors si tout ça, vous intéresse et que vous voulez vraiment avoir tous les détails de tous les biais de ces études, on avait publié ça en 2018. On avait fait une analyse critique de ces 3 études. Il faut vraiment se plonger là-dedans pour comprendre qu'elles tiennent pas la route et qu'on ne peut pas, se baser là-dessus, en tout cas encore entendre ces études-là, pour dire qu'il y a pas de problème. Alors la nouvelle idée reçue, qu'on essaye de combattre, régulièrement, c'est et ce qu'on entend aussi, y compris par des universitaires, dans le domaine de la pharmaco, c'est de dire: «L'aluminium des vaccins, c'est pas grave, l'aluminium, on en mange tous les jours». Ça, je l'ai entendu un nombre assez incalculable de fois. Alors évidemment, ça tient pas la route non plus, cette comparaison-là, parce que, l'absorption est très différente entre l'alimentation, enfin l'aluminium qui vient de l'alimentation et celui qui est présent dans les vaccins. On considère pour l'adulte qu'on a une absorption de l'aluminium, à travers la barrière intestinale de l'ordre de 0,1 à 0,3 donc c'est très, très peu. Elle est estimée à 10 chez l'enfant qui est, évidemment plus immature, chez le bébé. Évidemment, quand on considère une injection intramusculaire, on a 100 de l'aluminium contenu dans le vaccin qui est internalisé, qui rentre dans l'organisme et on a montré que cet aluminium-là, il est internalisé par les macrophages. Donc on a des mécanismes cellulaires qui sont très différents et puis on a quand même, vraiment, en fait, 2 voies d'exposition très différentes et surtout des molécules qui ne sont pas les mêmes. A priori, on ne mange pas d'adjuvants vaccinaux. Les sels d'aluminium qu'on trouve dans l'alimentation, dans plein de produits alimentaires, le citrate d'aluminium, le lactate d'aluminium ne sont pas des adjuvants, ce sont pas les mêmes. Dans l'alimentation, on a des sels d'aluminium plutôt solubles. Dans les vaccins, on a des sels d'aluminium qui sont sous forme de particules. C'est une toxicologie totalement différente. On ne peut pas partir de cette comparaison-là pour dire qu'il y a pas de produit. Et puis cette comparaison, elle est de toute façon totalement absurde parce que, on ne peut pas dire qu'il y a pas de problème parce qu'on en mange, parce que dans tous les cas, manger de l'aluminium, c'est pas très bon non plus. Donc, c'est quand même pas un argument, choc. Et c'est pas du tout un argument choc parce qu'en fait, quand on va vraiment dans le détail de ces calculs-là, se dire: «OK, j'ai telle dose, d'aluminium, dans les vaccins avec une absorption, de tant de pourcents et on fait la même chose du côté de l'alimentation». C'est ce que Chris Exley a fait en 2020. Il s'est intéressé à ces questions-là. Alors pour ceux qui connaissent pas, Chris Exley, il a passé 40 ans de sa vie, donc toute sa carrière sur l'aluminium. Alors l'aluminium, tout aluminium confondu. Une grosse partie de son travail dans les dernières années était vraiment sur, l'aluminium, des vaccins. Il est, appelé Monsieur Aluminium par l'ensemble des chercheurs dans le monde qui travaillent sur l'aluminium. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ça et qui connaît très bien la chimie de ces composés-là et dans cette étude-là, alors il y a 300, je crois qu'il a publié 300 articles, donc il y a largement de quoi s'occuper, si on veut tout lire. Mais lui, il a déterminé, cette chose-là dans cette publique 2020. Il a dit qu'en fait, si on compare ce qu'un enfant reçoit, à un jour précis de la vaccination où il peut recevoir plusieurs vaccins, ça c'est une situation très classique, un enfant qui reçoit 2 vaccins dans chacune des 2 cuisses, en fait, il reçoit l'équivalent, son organisme en interne, la dose interne, c'est l'équivalent de 260 jours d'exposition à l'aluminium par le lait maternel. Donc on peut quand même pas dire qu'on est sur des toutes petites doses par rapport à l'alimentation. C'est absolument faux. Là, on parle du lait maternel. Chris s'est intéressé aussi à la contamination du lait maternisé, du lait commercial. C'est une matrice qui contient pas mal d'aluminium aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette comparaison et c'est pas du tout satisfaisant, encore une fois. Alors, ça, c'était pour tout ce qui concerne les valeurs seuil et la réglementation là-dessus. Ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas de valeur de référence. Il n'y a pas d'études de référence qui sont bien construites et la comparaison avec l'aluminium alimentaire, il faut arrêter de la faire. C'est très, très clair, là-dessus. On a quand même des alertes, très officielles, notamment par la FDA en 87. Alors là, on est plutôt sur les produits qui servent, à la désensibilisation
quand on est allergique à quelque chose. C'est du sous-cutané, mais ça reste des sels d'aluminium aussi avec une voie d'exposition qui est quand même plus proche de celle des vaccins. Et la FDA en 87 nous dit on en connaît assez sur l'aluminium pour savoir que l'on ne devrait l'injecter à personne, à moins qu'il n'y ait un réel et raisonnable bénéfice à espérer. Là, on est fin des années 80 avec quand même une vraie prudence sur l'injection d'aluminium et vraiment la mise en évidence qu'il faut avoir étudié correctement. La balance bénéfice-risque, c'est évidemment tout le cœur de n'importe quel médicament, mais ça présuppose qu'il faut avoir étudié les bénéfices correctement et les risques correctement. En 2002, GSK nous dit que l'aluminium, c'est très empirique et que si les sels d'aluminium arrivaient maintenant dans les vaccins, ils ne seraient sûrement pas acceptés. Ils ne seraient pas acceptés. Voilà, ça c'est du 2002 et c'est de l'industriel. En 2008, alors là, c'est l'aluminium plutôt alimentaire. L'aluminium est une neurotoxine connue. C'est une agence très officielle aux États-Unis qui nous dit ça. Et son exposition peut mener à des altérations significatives des fonctions motrices, sensorielles et cognitives. Et la FDA, en 2023, nous rajoute que ça, c'est vrai chez l'enfant. Il faut faire très attention à l'exposition de l'enfant aux sels d'aluminium, quelle que soit la source d'exposition. 2022, beaucoup plus récent, la FDA nous dit que la toxicité de l'aluminium qui est contenue dans les solutions de nutrition parentérale, donc ce sont des solutions destinées à nourrir les prématurés par voie intraveineuse, donc on est encore sur une autre voie d'administration, mais en 2022, pour la FDA, l'aluminium dans ces solutions-là, c'est une question de sécurité majeure. D'accord ? Les recherches indiquent qu'il ne faut pas dépasser telle dose parce que sinon l'aluminium s'accumule et ça, on sait que c'est toxique pour les os, parce que les os captent très bien l'aluminium, et ça peut être toxique pour le système nerveux central. Donc en alimentation, c'est pas top. En intraveineux chez le préma, attention, il faut faire super attention, mais le vaccin, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est un vrai paradoxe qui existe et qu'il faut absolument, je pense, garder en tête. Là, c'est pareil. Alors ça, on est toujours aux États-Unis. Le site du CDC américain, donc j'ai revérifié, c'est toujours écrit comme ça en ce début de semaine. Ça va peut-être changer dans les prochains mois, on ne sait pas. Les sels d'aluminium sont utilisés avec sécurité. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Cette sécurité très officielle, elle est d'autant plus étonnante qu'en fait, elle existe en l'absence d'études officielles. C'est-à-dire que quand on interroge, et l'avocat Aaron Siri aux États-Unis l'a fait par FOIA, quand on interroge les NIH sur l'existence de données qui me permettraient de montrer la sécurité de ces adjuvants-là chez l'homme ou chez l'animal, la réponse c'est on n'a rien. On n'a pas d'études à vous montrer. Rien n'a été fait officiellement. Je ne parle pas de la recherche indépendante, bien sûr, mais officiellement, il n'y a pas d'études faites correctement qui montreraient qu'il n'y a pas de risque. C'est quand même assez problématique, à mon avis. Alors, il faut un tout petit peu moduler ça parce qu'en fait, en 2023, on a une étude du CDC qui a été publiée sur l'exposition des enfants aux adjuvants ALU. Et la conclusion, c'est de dire, alors ils sont intéressés à un trouble en particulier qui est l'asthme, mais ils arrivent quand même à dire qu'il y a une association positive entre l'exposition aux adjuvants ALU et la présence d'asthme chez l'enfant. Il faut continuer, machin, blabla. Mais voilà, on a quand même une étude officielle qui montre qu'il faut peut-être se poser un peu des questions sur l'utilisation de ces composés-là chez le tout petit. Alors une chose que beaucoup ne savent pas, alors sans vexer personne, je ne sais pas si beaucoup de médecins savent ça. En tout cas, la dernière médecin avec qui j'en ai parlé n'avait aucune idée de cette chose-là et c'était la semaine dernière, avec une médecin qui vaccine tous les jours des bébés. Dans les essais cliniques, il y a des adjuvants ALU dans les placebos. C'est-à-dire que le groupe contrôle, c'est soit un groupe qui reçoit le vaccin contre les mêmes maladies, mais d'ancienne génération, donc adjuvant contre adjuvant, soit c'est une solution dite placebo qui contient l'adjuvant. Évidemment, dans ces cas-là, je crois qu'un enfant est capable de comprendre que ça ne marche pas, et c'est bien ce que nos méthodologistes de la Cochrane soulèvent en 2022 avec l'exemple du vaccin HPV, que si on utilise dans un placebo des sels d'aluminium, alors on masque les effets potentiels, évidemment, indésirables des adjuvants à base d'aluminium. D'un point de vue méthodologie, c'est absolument pas acceptable et en tout cas, ça ne permet pas
de dire qu'il y a pas de problème avec ces produits-là. Quand on conçoit une étude sur des cellules en culture ou sur des modèles animaux, évidemment, on n'a jamais un groupe contrôle qui contient une molécule biologiquement active. Ça n'a aucun sens. Alors, on a cette étude de 2010 qui nous montre que, quand on a, des individus adultes vaccinés, là on est dans le cadre de la vaccination H1N1, quand on a des individus qui reçoivent un vaccin avec adjuvant et le même vaccin sans adjuvant, de manière très peu étonnante, en fait, ceux qui ont reçu le vaccin avec adjuvant présentent une proportion plus importante de personnes présentent, des effets indésirables. Alors là, on est sur une étude à court terme, on est sur des effets indésirables en général, non sérieux, mais ça montre très bien, s'il fallait encore le remontrer, que d'utiliser un placebo qui contient de l'aluminium, c'est absolument pas, pertinent si on veut être sûr de la sécurité d'un produit. Et ce que dit, j'aime bien cette phrase-là, en tout cas cet aspect-là, ce que dit Petrovski en 2013. Petrovski, c'est quelqu'un qui travaille dans le développement des vaccins et en particulier dans le développement des adjuvants. Il dit que la question de la sécurité des adjuvants, alors adjuvants au sens large, pas forcément alu, c'est l'éléphant dans la pièce, que c'est une question capitale, mais qu'elle n'est jamais discutée. Ce qui est quand même assez angoissant, en fait, je trouve. Donc c'est l'éléphant, que personne ne veut voir et encore aujourd'hui, début 2025, il n'y a officiellement, et j'insiste sur le terme de officiellement, d'évaluation officielle, il n'y a pas de données, d'études menées sur les effets du cumul des doses, sur, l'effet d'une répétition, d'injecter de l'aluminium tous les mois à un enfant, est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Il n'y a pas d'évaluation officielle de l'exposition à des stades précoces, qui sont quand même pas les mêmes que l'adulte, et on n'a pas non plus d'évaluation officielle d'éventuelles doses-réponses. Officiellement, il n'y a pas d'études sur les mécanismes d'action, sur les mécanismes d'élimination des sels d'aluminium, d'une manière générale, sur tout ce qui concerne la toxicocinétique et la toxicodynamique de ces composés-là. On n'a pas non plus d'évaluation officielle d'effets à long terme, et alors même que cette hypothèse est soulevée par l'OMS en 1999, on n'a pas d'études officielles sur l'existence de facteurs de susceptibilité individuelle, qui est nous notre hypothèse de travail. Pourquoi certains n'arrivent pas à éliminer l'aluminium et d'autres y arrivent? Qu'est-ce qui se passe sur les mécanismes d'élimination pour qu'ils soient plus ou moins performants? Ça, c'est un vrai travail très intéressant, mais officiellement, ça n'a jamais été investigué par les instances réglementaires, ni par les industriels d'ailleurs. Alors, si on regarde quand même du côté de la recherche indépendante, parce que pendant ce temps-là, les équipes qui s'intéressent à ces questions ont quand même avancé, on a pu contredire et vraiment combattre ces dogmes-là. Je vais vous les présenter rapidement. Les 3 principaux dogmes que nos données ont permis de détruire, c'est, alors le premier, c'est, le fait que les adjuvants, alu sont solubilisés dans le milieu extracellulaire. C'est vraiment l'idée du morceau de sucre dans une tasse de café chaud. Ça se dissout en extracellulaire, c'est éliminé, il y a rien à voir et c'est pas du tout un problème. Alors on a montré, dans mon équipe, et dans d'autres équipes, ça a été reproduit, que ce soit sur de la biopsie humaine, que ce soit en culture, que ce soit chez l'animal, on observe l'adjuvant en intracellulaire. Les macrophages internalisent les adjuvants alu pour essayer de les détruire. Ils n'y arrivent pas forcément d'ailleurs, parce que ça reste assez compliqué pour eux. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans des sels d'aluminium qui vont pouvoir être dissous en extracellulaire. On a des composés particuliers qui rentrent à l'intérieur des cellules et qui ensuite, du coup, peuvent être transloqués parce qu'ils restent à l'intérieur des macrophages. Et ça, c'est vraiment le deuxième dogme que les données de la recherche a permis de réduire à néant, c'est le fait que les sels d'aluminium, ce qu'on entend, c'est qu'ils sont éliminés rapidement. 1 semaine, 2 semaines, ça sera éliminé, donc c'est pas très grave. Eh ben non, nous on a montré chez l'homme, évidemment avec la myofasciite à macrophage, on a montré chez l'animal, on est allé jusqu'à 9 mois chez la souris, on va parfois un peu plus loin sur d'autres modèles animaux, on a montré que l'adjuvant alu, les adjuvants alu persistent dans l'organisme, ils persistent au site d'injection et ils sont capables de migrer dans l'organisme. On les a retrouvés, alors ces images-là vous montrent tous les petits points rouges, c'est les adjuvants marqués avec des nanodiamants. On les a retrouvés au niveau des ganglions lymphatiques de drainage, on les a retrouvés au niveau de la rate, et dans certaines conditions expérimentales, on les retrouve au niveau du cerveau. Donc ce deuxième dogme est totalement faux.
Et le troisième, qu'on entend souvent aussi, c'est de se dire: «C'est la dose qui fait le poison, petite dose, petit poison, c'est pas grave». Alors nous, on a fait ce travail-là en 2017. On a été les premiers à se dire: «On va tester plusieurs doses et puis on va voir ce qui se passe» et de manière très étonnante, donc là, on est chez la souris, de manière très étonnante, on a eu, des effets comportementaux, des effets, en termes d'accumulation cérébrale d'aluminium et en termes de neuroinflammation, donc d'activation des cellules microgliales, uniquement à la dose la plus faible. Alors, on était un peu surpris au début, mais ça s'explique en fait par le fait et ça a été notre conclusion à ce moment-là, par le fait qu'à la plus petite dose, alors on est vraiment sur un temps donné, là on est à 6 mois après les expositions chez la souris, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après, les choses s'inversent peut-être, hein, mais à 6 mois, si on fait un arrêt sur image, on a ce résultat-là. Et notre conclusion, c'est de se dire qu'en fait la plus petite dose, c'est, celle pour laquelle on a les plus petites particules et que la taille des particules, ça influence vraiment très fortement l'internalisation, la capacité des macrophages à les internaliser et donc tous les mécanismes qui vont être mis en place en termes de dégradation ou en termes de translocation. Donc ça, c'est ce qu'on a fait depuis 2015. Donc ce travail-là a été réalisé, en partie avec un financement, ANSM, c'est ce que je vous ai dit, dès le début. Donc on a développé un outil de marquage, de l'adjuvant en collaboration avec d'autres équipes, avec des nanodiamants fluorescents, ce qui nous permet vraiment de suivre parce qu'encore une fois, suivre l'aluminium dans un organisme, c'est pas évident, surtout quand on injecte des doses plutôt faibles, ce qui est notre cas, parce qu'on essaie de plutôt modéliser une exposition vaccinale, sans en rajouter, des kilos et des kilos pour que ça reste très pertinent. Voilà, on a montré une translocation dans différents tissus chez la souris. En 2015, on est allé jusqu'à 9 mois, avec des points intermédiaires et on a montré une persistance très longue et on a montré qu'au fur et à mesure où l'aluminium disparaissait du muscle d'injection, il apparaissait dans d'autres tissus comme les ganglions lymphatiques de drainage, comme la rate et puis dans d'autres conditions d'exposition, dans cette étude-là, on a montré, la présence de quelques particules au niveau du cerveau. Donc ça, c'était un résultat qui avait déjà été montré, rappelez-vous du lapin en 97, mais on a reproduit avec des conditions expérimentales un peu différentes le même, genre de résultat. 2017, c'est l'étude dose-réponse dont je vous ai parlé. Donc on est allé jusqu'à 6 mois, ce qui est long, hein, quand on a un financement d'1 an. 6 mois, 9 mois d'études, c'est déjà un peu long, il faut arriver à aller au bout. Et puis on a voilà, cette différence, cette neurotoxicité qui cible la dose la plus faible, qui était un résultat, tout à fait étonnant. Alors ces résultats-là, je les ai présentés en 2017 au conseil scientifique de l'Agence du médicament. Je vous ai pas mis ici les rapports, mais voilà, les rapports ont dit que c'était un travail, très sérieux, qui avait apporté pas mal de connaissances, qui permet de mieux comprendre les choses, y compris le caractère particulier de ces composés-là, qu'il fallait absolument continuer, mais qu'il fallait qu'on trouve de l'argent ailleurs. Voilà, je résume un peu, le compte rendu de ce conseil scientifique, qui était en mars, 2017. Alors ça, c'est la taille, c'est juste pour vous montrer la mesure de la taille, mais on va aller, plus loin. J'ai bientôt fini, mais je voulais juste vous expliquer, cette dernière chose. En 2022, on s'est dit qu'on allait, faire une revue sur, toutes les études animales, qui ont été menées, pour étudier l'élimination ou la persistance, ça dépend de quel point de vue on se place, les effets neuraux et puis la translocation, la distribution des adjuvants ALU quand ils sont injectés en intramusculaire ou en sous-cutané. On a gardé ces 2 voies-là. Il y a quelques autres études dans la littérature avec des voies d'exposition différentes, notamment en intrapéritonéal, mais on les a pas, insérées. On en a parlé, mais en tout cas, on les a pas gardées à proprement parler, dans ces études-là. On en a rassemblé 31. Alors il y en a une de plus maintenant qui a été, publiée en 2023, mais dans notre revue, on parle de 31 études et vous voyez qu'en fait, jusqu'en 2005, concrètement, il s'est pas passé grand-chose et en fait, les 3/4 des études ont été publiées à partir de 2013. Donc vraiment ces 10 dernières années, 10-12 dernières années sur la thématique des adjuvants ALU, tox, persistance, translocation, c'est vraiment nos 3 points, d'intérêt pour nous. C'est une décennie qui est vraiment importante et c'est là où on a vraiment le plus de résultats qui sont apparus. Ça remet encore un petit peu en question la question des 90 ans de recul. 90 ans de recul, si on n'étudie pas les choses, ça sert pas à grand-chose, hein, de mon point de vue en tout cas. Alors la conclusion de notre revue, c'est de dire que si on étudie correctement la biopersistance, la translocation, les effets neuraux,
des adjuvants alu, quelle que soit la méthodologie utilisée, quel que soit le modèle animal, parce qu'on a du rat, de la souris, du singe, du mouton, quelle que soit la méthodo, si on s'intéresse à ces questions, on trouve un effet pour le groupe exposé à l'adjuvant ou au vaccin qui contient cet adjuvant, comparé à un contrôle pertinent, on va dire. Donc il faut vraiment creuser ces questions. Il ne se passe aucune étude pour laquelle on n'observe rien d'intéressant. Je vous parlerai peut-être une autre fois du modèle mouton, qui est un modèle extrêmement intéressant, qui est un très bon modèle, notamment de la myofasciite à macrophages. C'est une étude, ce sont des études d'une équipe de vétérinaires en Espagne. On a plusieurs, voilà, pas mal d'études par ce groupe-là qui sont vraiment très intéressants, avec une rigueur vraiment, vraiment très forte de ce groupe avec lesquels on échange très volontiers. Alors j'ai bientôt fini, je vais juste revenir sur cette diapo-là, un peu avant de conclure. Rappelez-vous, en 2013, dans le monde, on a 5 équipes qui travaillent sur cette question de persistance, de mécanisme, de toxicité des adjuvants chez le jeune, chez l'adulte, chez l'homme, chez l'animal, sur de la culture cellulaire. 12 ans plus tard, on en est où? 12 ans plus tard, il nous reste 2 groupes dans le monde. Quand je dis groupe, je suis un peu optimiste, hein, parce qu'on est 2-3 à travailler ces questions dans ces 2 endroits-là, en Espagne et ici en France. On a un engagement citoyen qui est toujours très fort, heureusement, à nos côtés, avec E3M et avec le collectif pour des vaccins sans alu. Mais je vous cache pas qu'on est parfois un petit peu, on se sent un peu comme une espèce en voie d'extinction, en tout cas, alors que scientifiquement, c'est un sujet qui est absolument passionnant, au-delà de l'impact évidemment en santé publique, mais ce sont vraiment des questions tout à fait passionnantes. Et donc pour conclure, là-dessus en 2 diapos, ce qu'il faut retenir aujourd'hui des adjuvants à base d'aluminium. Quand on parle d'adjuvants à base d'aluminium, on parle de 3 sels d'aluminium sous forme de particules, c'est un mot important. On en trouve dans les vaccins vétérinaires, on en trouve dans les vaccins humains. On les utilise depuis presque 100 ans sur une base totalement empirique, sans savoir ce qui se passe. Il n'y a aucune évaluation officielle, il n'y a aucune dose de sécurité établie, et dans les essais cliniques, les placebos contiennent ces adjuvants alu. Il n'y a aucun contrôle qualité de l'industrie, des instances de réglementation sur la quantité d'alu finalement disponible dans les vaccins. Dans la littérature, la persistance de ces composés, elle est montrée chez l'homme, chez l'animal. La translocation, elle est montrée chez l'animal, évidemment parce qu'on a accès à beaucoup plus de tissus que chez l'homme, parce que pour doser de l'aluminium, il faut détruire le tissu. Et la toxicité, je pourrais le redétailler une prochaine fois, elle est montrée chez l'homme, chez l'animal, notamment la neurotoxicité, avec des troubles cognitifs chez l'homme, et chez l'animal, des troubles aussi cognitifs, des problèmes de mémorisation par exemple, des troubles de comportement individuel, activité, anxiété, des perturbations de comportement plutôt stéréotypiques, plutôt compulsifs, chez le mouton notamment, et puis des modifications de comportement social aussi. Ça a été montré chez la souris, ça a été montré chez le mouton. Et puis en termes de neurotoxicité, ce qui a été montré chez l'animal aussi, ce sont des mécanismes neuro-inflammatoires. C'est pas très étonnant, mais ça a été observé avec des activations des astrocytes et des microglies, par exemple. Il faut aussi rappeler, parce que c'est une idée qui parfois circule très peu, mais un petit peu quand même, qu'il n'y a à ce jour, en tout cas en début 2025, aucune utilisation connue d'aluminium par un système biologique. Les organismes, en l'état des connaissances aujourd'hui, n'en ont pas besoin. Et puis, il faut aussi vraiment avoir en tête qu'il existe, en tout cas il existait, c'est ce que Didier Lambert vous avait présenté la dernière fois, des vaccins sans adjuvant ou des vaccins avec d'autres adjuvants comme le phosphate de calcium. Donc il faut surtout pas, et ça c'est quelque chose que j'ai entendu très récemment aussi, il faut surtout pas rester dans l'idée que si on veut vacciner efficacement, on n'a pas le choix. Le choix, on l'a. D'autres adjuvants existent, le phosphate de calcium, il est toujours présent dans la pharmacopée européenne. Les produits n'existent plus pour des raisons de stratégie industrielle, mais en tout cas, il est possible de faire autrement. Il est possible de ne pas mettre d'aluminium dans les rappels, par exemple. Ça fonctionne très bien. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et la fin de mon intervention, c'est aussi pour vous dire que les sels d'aluminium
à l'intérieur des macrophages, quand ils sont internalisés, ils interagissent avec un mécanisme cellulaire qui est absolument fascinant, extrêmement complexe à étudier, mais vraiment passionnant, qui s'appelle l'autophagie. Alors l'autophagie, on en entend parler, dans plein de contextes différents. Ce sont des travaux très, très intéressants, vraiment, qui explosent, en ce moment. On a 2 prix Nobel, plus ou moins récents, sur ce mécanisme cellulaire-là. Les sels d'aluminium interagissent avec l'autophagie, plutôt pour la perturber, ce qui permet d'avoir une action très inflammatoire. Rappelez-vous que si on met de l'aluminium dans les vaccins, c'est pour produire de l'inflammation. On va produire une inflammation périphérique, une inflammation qui va être chronique, puisqu'on a des composés qui sont biopersistants. Donc cette inflammation, elle va continuer dans le temps, ce qui est un vrai problème pour l'organisme et ce qui conduit à un épuisement immunitaire. Cette inflammation, elle va être répétée, parce qu'on vaccine tous les mois, par exemple. Et puis, quand on considère la vaccination de l'enfant, cette inflammation, elle est précoce, très précoce. L'enfant est vacciné le jour de sa naissance aux États-Unis. En France, on vaccine à 2 mois de vie, beaucoup plus tôt en termes de maturité si on considère la vaccination des prématurés. L'inflammation périphérique, chronique, répétée, précoce, c'est exactement tout ce qu'on sait maintenant qui impacte le développement du système nerveux central. On le sait, c'est même des modèles en labo. Et ça, c'est ce que j'ai proposé à Hélène pour peut-être un prochain CSI axé absolument sur ce point-là, pour vous convaincre que quand on étudie les adjuvants à base d'aluminium, il faut absolument se placer dans le contexte du neurodéveloppement et donc des troubles neurodéveloppementaux. C'est absolument fondamental. Les adjuvants à base d'aluminium sont des candidats parfaits pour perturber le neurodéveloppement. Et j'en ai fini du b.a.-ba, des abats. J'espère que j'ai endormi personne en tout cas, et que je vous ai convaincu qu'il fallait absolument repenser tout ce qu'on croit savoir sur cette question-là.